Dès que je mange, je fais de la couenne. Bonjour, c'est Véronique Gallo, je suis ravie d'être là sur Riwell. Il y a quelques années encore, tu étais prof de lettres. Comment est-ce que tu es devenue humoriste? J'ai toujours su que je voulais faire ce métier d'humoriste. En tout cas, je voulais monter sur scène, j'étais passionnée de théâtre et je voulais écrire. Je le sais depuis que je suis toute petite, mais j'ai mis très longtemps à me l'autoriser. Je me suis dit, mais je vais faire une fac de lettres. Voilà, puis tout le monde m'a dit, c'est un si beau métier pour une femme. Tu pourras faire toutes les vacances avec les enfants, tout ça, ça sera formidable. Ce que j'ai fait pendant 10 ans. Et puis en fait, je me suis dit à un moment donné, mais non. Tu t'ennuyais? J'ai adoré enseigner, franchement, c'est un métier magnifique. J'ai moins aimé l'institution scolaire, la lourdeur de l'administration, même le côté salle des profs, microcosme, etc. Donc ça m'a un peu plus pompé. En fait, je rêvais d'autre chose. Donc finalement, j'ai mis du temps à m'avouer mon vrai rêve. Et puis mon père est mort quand j'avais 26 ans. Et là, ça a été une espèce de détonateur parce que je me suis dit, mais donc la vie est très courte, donc on peut mourir à 54 ans. Si je ne me bouge pas maintenant, je vais passer complètement à côté de mes rêves. Et là, je me suis lancée. Ouais. Et ça a marché tout de suite? J'ai eu la chance de créer mon premier spectacle en 2008. En Belgique, et en fait j'ai eu tout de suite de super critiques. Mais il faudra encore 3 spectacles en Belgique pour que tout à coup j'ai l'idée de faire les vidéos Vie de mère en 2015 pour qu'en fait moi je puisse passer les frontières. Justement, nous on t'a connu dans la série Vie de mère qui racontait le quotidien d'une mère débordée qui avait quand même beaucoup besoin de parler. Il y avait un petit côté thérapeutique? Ah bah oui, parce qu'en plus dans la série que j'ai créée sur YouTube, en fait, elle s'adresse à sa psy où elle parle évidemment de ses difficultés de maman, son ras-le-bol, sa fatigue, en fait tout ce qu'elle n'avait pas imaginer qu'elle allait vivre et qu'elle vit, puisque évidemment quand on est parent, on se lève le matin, on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Donc en fait c'est constamment des imprévus, des choses difficiles qui viennent la challenger. Les thérapies, toi, t'en as fait ta... Ah oui, j'en ai fait beaucoup. J'ai rencontré des psychologues extraordinaires qui ont vraiment changé ma vie, ma perception, qui m'ont fait évoluer. J'en ai fait une assez importante après la naissance de mon premier enfant. Il a eu un énorme reflux et à l'époque, on était en 2001, on n'y faisait absolument pas attention. On passait son temps à me dire, bah oui, mais un bébé ça pleure, c'est normal, mais enfin, il pleurait non-stop, genre 20 heures sur 24 heures. On dormait pas, enfin, on a vraiment, c'était très très dur. Moi, je pleurais de le voir mal, enfin tout le monde pleurait, enfin c'était assez pathétique. Et donc après ça, moi j'ai vraiment eu un gros coup de down en me disant que j'étais pas la maman que j'avais imaginé que je serais, parce qu'en fait je l'ai retourné contre moi. Je me suis dit, mais donc c'est moi qui parviens pas à apaiser mon propre enfant. Culpabilité de la mère. Une énorme culpabilité. Donc là j'ai fait un travail avec une psychologue qui m'a fait beaucoup de bien. Qui m'a fait beaucoup progresser. Puis j'ai refait une autre thérapie après que mon père soit mort. Puis j'ai refait encore une plus courte, une thérapie à l'approche de mes 30-35 ans, parce qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas bien par rapport à mon désir de changer de carrière et de me l'autoriser. Et puis j'ai fait une rencontre fondatrice en 2013 où là je cherchais plutôt un coach professionnel. Et en fait, j'ai choisi quelqu'un par hasard sur Internet et il s'est avéré que c'était un moine zen. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ce monsieur a changé ma vie. Et c'est encore mon maître spirituel aujourd'hui. Donc là, c'est pas une thérapie. Là, c'est pas une thérapie, c'est un accompagnement spirituel. Il m'a permis tout à coup de réaliser que tout ce que je croyais qu'étaient mes difficultés, c'est-à-dire faire de l'humour, mais qui était un humour sensible. Il y a beaucoup de professionnels qui me disaient, c'est génial ce que tu fais, mais il y a quand même un peu trop d'émotions. Et puis les gens de théâtre plus intellectuels me disaient, oh, c'est vraiment très très bien écrit, mais c'est un peu trop drôle. Donc pendant longtemps, je trouvais pas... En fait, si, j'avais déjà trouvé qui j'étais, mais puisqu'on me renvoyait un truc genre t'es le cul entre 2 chaises, donc on sait pas très bien dans quel case te mettre, je me sentais pas bien. Et cette rencontre avec ce moine m'a permis de réaliser qu'en fait, c'était très très bien d'être le cul entre 2 chaises et que j'allais en fait le revendiquer. Et que ça prendrait le temps que ça prendrait, mais que si moi je sentais que c'était ça qu'il fallait que je raconte, il fallait y aller. Est-ce que tu peux nous présenter ton nouveau spectacle? Oui, alors Femme de vie, c'est un spectacle qui parle des femmes dans la quarantaine. C'est 10 années, je vais dire, charnières, où tout à coup, on sait enfin qui on est, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, donc c'est quand même une phase géniale où on s'assume, on s'affirme. Et en même temps, les enfants ont grandi, mais sont toujours là, donc en fait, on est un petit peu dans une phase transitoire où on est prêt à ce qu'ils partent, mais ils sont encore fort présents. Puis les soucis qu'ils ont sont des soucis un peu plus importants que quand ils étaient tout petits. Et puis les parents ont vieilli et on se retrouve tout à coup coincé entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire on doit s'occuper de ses parents qui vieillissent, des enfants qui grandissent. Et soit on réalise tout à coup que le corps change. Et on va parler de cette joyeuseté quand même. 48 ans, enfin 45, 46, 47, 48 ans, c'est l'entrée dans l'âge du Charpé.
Alors on est encore que des chiots charpés, mais enfin quand même, le processus est enclenché. Moi je me souviens, il a fallu un temps pour me faire... Ok, donc j'avais pas réalisé ni que mon corps ni mon visage allaient changer à ce point-là. De la même manière, j'avais pas réalisé que toutes mes amies plus âgées que moi allaient rajeunir à vue d'œil. Donc en fait, il se passe un truc où tout à coup on se fait, mais alors je fais quoi? Est-ce que je dois moi aussi aller vers le botox, l'acide hyaluronique ou pas? C'est tout un questionnement que moi-même j'ai eu. En plus, je parlais d'essayer de marcher, de se vider la tête parce qu'on a tous une espèce de hamster qui tourne, qui nous juge, voilà, qui nous fait beaucoup de mal. C'est tout un travail sur comment est-ce qu'on s'accepte soi. Un moment charnière de notre vie. Ah ben il y a tout qui pend. Oh. Tu trouves qu'on s'impose en tant que femme plus de choses que les hommes? Ah oui, oui. Après, c'est pas du tout pour culpabiliser les femmes, pas du tout. Parce que ce sont des schémas qu'on a reçus de nos mères, de nos grands-mères, etc. C'est pas leur faute à elles non plus. Nous, en tant que femmes, non seulement on se met une pression folle pour être une bonne mère, mais aussi pour être une bonne épouse, pour être performante au boulot, pour tout le temps avoir l'air bien, pour ne pas être trop fatiguée, pour être sympa, joviale, sympathique, accueillante. Enfin, il y a un moment donné, ça ne tient pas la route, c'est logique qu'on perde l'équilibre. Et puis, je pense aussi qu'on se met beaucoup la pression par rapport au regard des autres. C'est ça que j'essaie de dire dans les vidéos, dans mes spectacles, c'est qu'on est actrice en fait. On peut vraiment décider de modifier la donne. On peut, en y réfléchissant, essayer, je dis bien essayer parce que c'est pas facile, hein, de faire taire cette espèce de pression intérieure, de jugement constant qu'on se met pour simplement changer les choses. Et on peut aussi changer les choses à la maison. Moi, je me suis mariée encore assez tôt, hein, j'avais 24 ans. Et puis j'étais maman tout de suite parce que je le voulais. Ça me semblait logique, en fait, je ne me suis même pas posé la question. Je me dis, mais j'ai moi-même créé ma propre prison, en fait. Et aujourd'hui, t'es séparée. Alors comment t'as vécu, comment tu vis cette transition? Bon, le divorce, la séparation, même si c'est moi qui l'ai choisi, ça n'empêche que ça reste quand même toujours une blessure, parce qu'en fait, un divorce, je crois que personne ne se marie en se disant « Oh chouette, quand j'en ai marre, je partirai », pas du tout. On a envie que l'histoire dure. Puis voilà, je suis restée 18 ans avec le papa de mes enfants, et je ne regrette rien, en fait, ça devait être le papa de mes enfants. Maintenant, nos chemins se sont éloignés. Mais ce qui est plus compliqué, je trouve, après, c'est la culpabilité d'avoir brisé une famille. Or, c'est faux. En fait, mais il m'a fallu du temps aussi tout ça pour le comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, on peut tout à fait être une famille seule avec ses enfants. Et on peut reconstituer une famille qui n'est même pas la cellule familiale habituelle, avec des amis, avec des proches, avec des tontons, des tatas. On peut vraiment construire quelque chose, mais ça, il m'a fallu du temps. Moi, en tout cas, pour l'accepter, pour le reconnaître, pour ne plus être en souffrance de quelque chose pour lequel je culpabilisais. 3 enfants, qu'est-ce que tu leur as transmis? Alors, je pense qu'ils m'ont plus appris sur moi que moi je ne leur ai transmis. Ce que je leur ai transmis, j'espère, c'est d'essayer de constamment écouter leur petite voix. Parce que je pense qu'on grandit dans une société qui nous formate. Or, toute la vie est un changement. Une fois qu'on a compris ça, que tout change tout le temps, c'est plus simple, je trouve, d'appréhender la vie. On cherche à moins contrôler ce qui va arriver dans le futur. Donc j'espère qu'ils vont bien s'écouter chacun. Et moi, qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Ah bah alors là, moi... mais franchement, je pourrais en écrire un livre. Parce qu'ils m'ont vraiment challengée dans des choses que je n'imaginais pas, y compris des choses que je ne soupçonnais pas sur moi-même. J'étais persuadée d'être une maman, par exemple, qui allait être passionnée de pots de confiture, de tartes, de Lego et de Playmobil. J'ai fait tout ça, mais en fait, ça m'a pas du tout rempli. Ça a été très difficile pour moi de l'accepter, parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment imaginé que j'allais passer toutes mes vacances d'été en disant c'est trop bien, 2 mois de vacances avec les enfants. Et pourtant, j'ai des enfants adorables. Mais moi, ça a été très compliqué d'être seule avec des enfants pendant que leur papa travaillait. Je voulais travailler. Et je voulais faire des choses pour moi, en fait. Je voulais écrire, je voulais du temps pour moi. Et je pense toujours que si je n'avais pas eu mes enfants, je n'aurais certainement pas le chemin d'écriture que j'ai eu non plus. Et puis le fait d'avoir voulu 3 enfants, ça m'a placée dans une situation d'urgence, de je veux réussir, je veux écrire, je veux raconter des histoires, et où en fait ça a décuplé mon énergie. Au début de ma carrière, j'enseignais la journée, je m'occupais des enfants, je les mettais au lit, je sortais mon ordi, je commençais à écrire, j'écrivais jusqu'à 2h du matin, je me levais à 6h. Une phase comme ça, mais ouais, sans eux, en fait, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, puis je ne raconterais pas
tout ce que je raconte. Alors, est-ce que l'adolescence des deux grands a laissé des traces? Est-ce que tu es prête à recommencer avec la troisième? Super bonne question. Alors j'ai l'immense chance d'avoir eu deux grands. Alors c'est peut-être parce que c'est des garçons avec leur maman. Je pense que les garçons avec leur maman sont peut-être un peu plus tendres qu'avec leur papa. J'ai une fille qui a 12 ans et qui est adorable. Elle va bien faire son adolescence aussi. Et je me dis que c'est en même temps très sain de s'opposer. Oui, j'avoue, ça me fait un peu peur. Parce que je ne sais pas si j'ai encore la même patience qu'avant. Mais en même temps, elle le sait. Elle le sait, parce qu'elle m'a déjà dit « Ah oui, non, mais j'ai bien compris qu'avec toi, oula, ça j'ai pas intérêt parce qu'on regarde des séries. » Et parfois, on assiste à des scènes où il y a une ado qui renvoie un truc à sa mère horrible, genre « Ouais, tu me fais chier, nanani, nanana. » Et ma fille, elle me regarde, me fait « Ah ben moi, je pense que si je te dis ça, je dis oui, si tu me dis ça, c'est bien, tant qu'elle le croit encore un peu, c'est bien. » Comment tu arrives aujourd'hui à concilier travail et vie de famille? Je fais comme toutes les mamans qui travaillent beaucoup, je fais du mieux que je peux. C'est pas toujours réussi. Alors j'ai la chance d'avoir deux grands qui sont assez autonomes. Ma petite dernière qui va toujours en garde alternée chez son papa. Donc je construis toute ma carrière sur ma semaine de femme divorcée. La semaine où elle n'est pas là, je bosse comme une damnée. Et puis comme ça, la semaine où elle est là, je suis en Belgique et je reste avec elle. Et puis j'ai une maman qui m'a vraiment soutenue et qui m'aide beaucoup. Comment tu as passé vraiment le cap de la quarantaine? En fait, moi je me souviens vraiment jusqu'à mes 43 ans m'être dit « Mais qu'est-ce qu'on raconte avec cette quarantaine? Franchement, moi je suis au top, c'est génial, physiquement c'est top, tout. » Et d'un coup, ça a été d'un coup en fait, bam. Donc d'un coup, relâchement un peu corporel, j'ai l'impression que genre en 6 mois, genre le truc s'est un peu affaissé en 6 mois. Les premières bouffées de chaleur, parce que moi j'ai eu une périménopause qui a commencé vers 43-44 ans, avec d'abord des sueurs nocturnes, hein, donc j'ai d'abord cru que c'était mon pyjama qui était trop chaud, mais non. Et puis j'ai pensé que c'était mon édredon, non plus. Il faut un peu appréhender les choses, et puis moi le fait d'avoir 3 enfants, dont une petite dernière, qui était plus petite à l'époque, qui balance des trucs parfois, et de manière adorable, comme le font les enfants, je veux dire la vérité sort de la bouche des enfants, mais enfin parfois ce qu'ils peuvent balancer, c'est quoi les taches sur ton visage, à quoi t'as des plis, t'as des nouvelles rides, oui, j'ai des nouvelles rides. Donc il y a tout ce chemin-là, dont j'ai décidé, enfin j'essaye, je dis bien j'essaye, parce qu'il y a des matins où j'y arrive pas, j'ai décidé d'en faire un chemin joyeux. Alors justement, oui, donc il n'y a jamais de petites piqûres, botox. Quand j'ai écrit le spectacle, dans mon entourage, c'était devenu un peu le truc à la mode, injection botox, acide hyaluronique. Je me suis dit, il faut que je teste. Alors j'en ai fait un sketch qui n'est pas du tout le reflet tout à fait de la réalité, même si en fait c'est la réalité qui m'a inspiré ce sketch, parce que j'ai vraiment vécu un truc pas possible. J'ai fait une réaction au botox. Il s'avère que puisque je suis extrêmement expressive, j'ai une musculature du visage, bon, c'est bien le seul endroit où c'est très musclé dans mon corps. Donc j'ai une musculature du visage qui est très importante. Et donc en fait sur moi, le botox au niveau du front a fait un effet, mais c'est-à-dire qu'en fait on m'a injecté très très peu. Mais ça a eu un effet lifting, mais complet. C'était horrible. Franchement, j'en ai pleuré. Bon, j'ai été très bien prise en charge, etc. Alors, dans le spectacle, j'en ai fait un sketch où ça se passe pas bien, parce qu'il faut bien un peu caricaturer les choses. Mais donc, botox, honnêtement, je suis pas sûre que je vais refaire. Après, acide hyaluronique, je trouve que c'est pas mal. Le petit sillon ici, de temps en temps. Voilà, pourquoi pas. Autant avant, j'avais un avis sur la question en me disant jamais, mais quelle horreur, jamais. Non, aujourd'hui, je trouve que j'ai pas de jugement. Après, la seule chose, c'est que je voudrais pas que ça soit de trop, parce que sinon, je trouve que la norme change. Par exemple, ici au-dessus, j'aime vraiment bien toutes mes rides, et je crois que je vais les assumer. Mais donc, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais avoir l'air vraiment beaucoup plus vieille. Donc, en fait, je réfléchis à tout ça. On verra. On verra. Mais dans mon métier, les expressions, c'est tellement important. Ça me fait peur, en fait. En tout cas, moi, la fois où j'ai fait du botox, ça m'a fait peur. Hein, d'être comme ça, de même. Enfin, je veux dire, voilà, non. Non, je peux pas. Donc tu parlais aussi de périménopause, est-ce qu'aujourd'hui tu as trouvé des solutions? Bah écoutez, les solutions c'est d'en rire. Oui, on m'a déjà conseillé des compléments alimentaires, maintenant j'ai pas encore essayé. Après j'essaye d'avoir une hygiène de vie un petit peu meilleure, parce que pendant longtemps j'ai quand même un peu malmené mon corps, mais là je trouve qu'à partir de la quarantaine c'est chouette, parce qu'en fait on a une conscience tout à coup de il serait peut-être temps que je fasse un peu gaffe voilà, au corps que j'ai reçu. Maintenant le truc qui m'a quand même un petit peu sauvé la vie là pour le moment, c'est le stérilet hormonal, parce que ça m'aide, parce qu'il y a quand même un petit peu d'hormones et que je n'ai pas les désagréments ni au niveau de mes règles ou quoi que ce soit. En tout cas ça me convient très bien. T'étais préparée à ces changements? T'étais bien renseignée ou... Honnêtement pas trop. Hein. J'avais l'expérience de ma mère, parce que je me souviens, jeune fille, avoir vu ma mère qui devenait toute rouge à table, tout son maquillage qui partait, comme ça, je me souviens qu'elle en souffrait beaucoup et qu'elle a même de la buée sur ses lunettes. Mais en fait, on en a parlé très peu. Et moi, quand ça a commencé, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle. Personne n'en parlait. Tout ce qui est génial, c'est que ça fait 2 ans. Ah ouais, et c'est très bien.
Et c'est très bien qu'on en parle. C'est quoi ta priorité aujourd'hui? Je dirais que ma priorité aujourd'hui, ce serait d'assumer vraiment tous mes rêves et de les revendiquer. Parce qu'il y en a encore beaucoup. Dans l'écriture? Dans l'écriture pour le cinéma, l'écriture de scénario, envie de réaliser. Je viens d'écrire mon premier court-métrage. Vous êtes les premiers à qui je le dis, mais je vais le dire parce que comme ça, en fait, ça va m'obliger à. Mais voilà, je vais le tourner cette année. Ça parle de quoi? Ah bah d'une femme dans la cinquantaine. On prend le moment où tout à coup une femme comprend qu'elle doit partir. Alors l'humour, ça cache quoi? Ça dit quoi de toi? Alors je ne sais pas ce que ça dit de moi, en tout cas je pense que c'est une manière de regarder la vie. C'est pas avec légèreté, parce que moi je suis très attachée au fait de parler des émotions. Je ne me considère pas comme humoriste en fait. Je pense que je suis une raconteuse d'histoires qui parle des émotions. Après la joie, le rire, c'est une partie fondatrice des émotions. Mais l'humour, ça permet en fait tout le temps de prendre une forme de distance. Moi j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est une chance, d'avoir été traversée par pas mal de tragédies, plus jeune. Et l'humour m'a permis, non pas de nier ce qui s'était passé, mais simplement de regarder les choses avec un peu plus de légèreté, un peu plus de hauteur. Donc c'est toujours l'idée de se dire, ok, est-ce que je peux survoler la situation comme un aigle plutôt que d'être la petite souris qui est coincée en bas de la montagne. Voilà, moi c'est ça qui me sert l'humour. Tu es addict à quoi? À la clope, vrai combat de ma vie. J'ai diminué, là je n'en fume plus que 2. Parfois 3. J'ai déjà arrêté plein de fois. Donc la clope, c'est le dernier combat. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Pas des tonnes de choses, mais quand même, j'ai une petite routine. Donc je médite beaucoup. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important. Et c'est des moments même, c'est des micro-moments. Mais quand même, j'essaie de méditer tous les matins. Et puis le soir, avant de m'endormir. J'ai toujours été très spirituelle. Moi, j'ai même plutôt été éduquée presque très catho. Et puis bon, j'ai délaissé un peu les religions. Mais oui, je me sens très connectée à autre chose. Même dans mon écriture en fait, puisque j'ai même l'impression que moi je suis juste là pour écrire, mais en fait qu'on me donne les histoires. J'ai l'impression que ça me vient. C'est tellement beau quand ça me vient que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de plus grand que moi. Et je fais du yoga. Je fais un petit peu de yoga tous les matins et je vois bien que dès que j'arrête, pas bon. Je viens de m'engager plus ou moins à refaire un peu de sport. Parce que quand même, il faut un petit peu refaire du renforcement musculaire. Donc je pense qu'il faut que je mette encore des choses en place. Maintenant, j'essaie de boire beaucoup d'eau. Ça, c'est nouveau dans ma vie aussi, parce qu'avant, j'étais un chameau, je ne buvais jamais. Je mange plus sainement qu'avant. Mais en même temps, je ne sais pas ce qui se passe. Dès que je mange, je fais de la couenne. C'est comme ça. Ouais, je comprends très bien. Est-ce que tu as un mantra? Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Oui, Saint-Exupéry. Quel est ton meilleur tips bien-être? Prendre un bain. C'est con, mais moi, c'est toute ma vie, prendre des bains. Quand je rentre de spectacle ou après une journée de boulot, je mets plein de mousse, c'est chaud,